fait une visite avec un client. On rentre et l'entrepreneur il fait ça sent l'humidité, mais c'est clean. Et tu sais, il a un petit marteau comme ça. Ouais. Il va sur un mur, il fait papa. Tout noir. Tu sors de là. Mais de base, c'était. Je sais pas si vous avez vu, même ça me passait au journal, il y a un gars qui vient financer un bâtiment magnifique. Je dis écoute-moi, ne le fais pas. Ouais, tu me dis ça comme ça, tu vas le prendre. Pourquoi tu veux pas le faire? Il a dit parce que si tu le fais, ça va trop tomber. Si ça te retombe dessus, tu vas voir. Il débarque et il vient avec une paire de godasses. Il me dit acheter à Paris, je t'ai acheté ça. Et je dis pourquoi? Et il m'a dit il s'est tué. Le bâtiment, les flics ils l'ont fermé. Je te dis pas la moindre. C'est ce que je voulais finalement. Bertrand, bienvenue. Merci justement de te prêter au jeu et de participer justement à l'un de nos podcasts. Merci pour l'invitation surtout. Justement, ici, notre objectif avec ce podcast, c'est de faire venir justement des entrepreneurs et investisseurs, parce que les deux sont généralement énormément liés. Ouais. Et donc voilà, on va un peu te questionner pour que tu racontes un petit peu ton parcours, par où t'as commencé justement, comment t'es venu l'envie justement d'investir, et puis après ça, où est-ce que t'en es maintenant et qu'est-ce que tu veux faire dans le futur. Du coup, voilà, si tu sais te présenter en quelques mots. Bertrand Goussenga, j'aime pas dire mon âge parce que ça avance trop vite. Déjà 34 ans, bientôt 35, en octobre, n'oubliez pas mon anniversaire. Et donc, donc voilà, de base en fait, si tu veux, pourquoi l'entrepreneuriat, on va dire, entre guillemets, moi je suis fils de commerçant. Donc on va dire que j'ai grandi un peu dans ce milieu du business, du commerce, et de voir mes parents bosser. Donc très jeune, j'ai aidé mes parents. Du coup, j'ai choisi des études de business. Et donc en fait, je suis diplômé d'ESSEC. Je ne sais pas si vous connaissez. De base en finance et révisorat. J'ai fini mes études, donc les derniers 6 mois en Asie, en Thaïlande, dans une école qui s'appelle My Idol. Ça s'est très bien passé, j'ai aimé. Et là, quand même, j'ai percuté parce que quand tu arrives en Asie, tu vois un autre monde, une autre manière de faire du business. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'était la vitesse. Ouais. En Belgique, tu peux t'asseoir et te dire, voilà, on t'a tracé un chemin, tu finis tes études, tu as un CDI, Inch'Allah, comme on dit, dans 20 ou 30 ans, tu pourras réussir à faire quelque chose. Tu pourras réussir à investir, tu vois. Mais là, non. Là, tu voyais des gens qui ont fait 300 ans de croissance en 30 ans. Tu vois un fermier. Tu vois, le gars, il était fermier il y a 10 ans. Il est en Aston et il a un building qui fait 30 étages. Et c'est ça qui percute. C'est ça qui a percuté. Je me suis dit, en fait, non, c'est possible pour tout le monde. Donc voilà. Puis ensuite, en fait, si tu veux, j'ai d'abord été travailler en Afrique. Et ouais, donc c'était en 2016. Et c'était où ça? 16. J'étais dans un pays qui s'appelle le Mozambique. Alors, pour situer, le Mozambique, ça se trouve juste à côté de l'Afrique du Sud. Ok. Donc, mon frère et moi, on s'est aventuré là-bas. Du coup, comme on a grandi dans ce domaine, c'est faire du commerce, comme tout le monde. On a vu qu'il y avait une niche, tu vois, en fait. On importait des produits, donc tout ce qui était viande, poisson, tout ça, qu'on redistribuait. Parce qu'en fait, en Afrique, si on prend tout pour acquis, tout le monde n'a pas un frigo. Donc, les gens achètent la nourriture pour le même jour ou pour le lendemain. Ce qui veut dire que si tu vends du surgelé, tu permets aux personnes qui n'ont pas de frigo de pouvoir acheter pour aujourd'hui et même stocker comme ils peuvent et le manger le lendemain. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. Bon, je passe. Hein. Puis après, il y a des circonstances qui ont fait qu'on devait revenir. Lui comme moi. Et de toute façon, de base, la Belgique, c'est notre truc. Donc on est revenu. Et voilà. Et en arrivant donc ici, je pense que je suis revenu fin 2019. Juste avant Covid, quoi. En fait, moi, je suis revenu Covid. Je crois que je suis revenu novembre, je pense, 2019. 2019 ou 2000. Covid, c'est quoi, 19 ou 20? Début 20. Déjà. Moi, je suis arrivé, boum, quoi. Je suis arrivé janvier, fermeture du... Donc, le Covid avait bien commencé. Mais si tu veux, entre-temps, j'avais déjà aussi commencé à investir ici. J'avais un commerce. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier bien, en fait, à 27 ans, en 2017. D'accord? Ouais, en 2017. C'est mon premier investissement. Et la chance que j'ai eue, parce que moi, j'ai réussi à investir parce que je suis un génie ou que sais-je, on a tous de la chance, c'est qu'à l'époque, en fait, si tu avais juste les frais de notaire, même si tu achetais un 3 unités ou un 4 unités et que tu avais un bête salaire, on va dire 1008 ou même 2000, et que le reste des revenus locatifs du bâtiment pouvait couvrir en fait le crédit, tu avais ton crédit. Là, aujourd'hui, tu as des histoires de quotité, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, du coup, moi, mon premier bien, ça a été un immeuble. Parce que j'ai eu plus de fonds que les autres, en fait, j'ai eu la chance du timing, en fait. Et donc, en fait, on va dire que je pense que c'était même pas 36 000 euros pour pouvoir acheter un immeuble 3 unités. Et à ce moment-là, tu faisais quoi comme boulot? À ce moment-là, j'avais un magasin. Ouais. J'avais un magasin que je gérais à distance. C'était bien organisé.
Et j'avais des rémunérations de dirigeants d'entreprise, tout simplement. La chance que j'ai eue, donc c'était le bon timing. Et c'est là où j'ai goûté à l'IMO. Et juste avant Covid, donc entre-temps, ton bien a pris. Donc... Voilà, c'est là où pourquoi j'ai dit que c'est là que j'ai goûté à l'IMO, parce que passion totale, t'apprends du coup à la réno, tu termines et tu vois la différence entre le prix initial et le prix après Covid. Enfin, début Covid, ça faisait quoi? Juste en 3 ans, quand j'ai vu la différence de valorisation, je me suis dit, en fait, c'est parti quoi. Et donc c'est pour ça que parallèlement, donc 17, même quand j'étais déjà en Afrique, j'étudiais un peu le marché, je me disais dans quoi est-ce que je vais me diriger. Et puis comme je voyais qu'autour de moi, surtout les Africains, tout le monde avait des difficultés de financement, comment tu as fait et tout ça, je me dis, je vais faire ça. Je comprends les finances, je comprends les chiffres, courtier. On va commencer par là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis courtier, que si tu veux, moi je suis parti du groupe Willink, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, ça fait un petit temps maintenant que je suis courtier, on passe les 4 ans je pense. 5 ans. On a quelle année? 25. Ouais. Tu vois, j'ai dit là, ça fait mal. Hein. Ouais, donc ça fait plus de 5 ans exactement que je suis un peu dans le domaine. Et donc investissement depuis 2017, ça fait 8 ans. Voilà. Ton premier bien, tu l'as pris où? Dans quelle région plus ou moins? Halle. Et ça te faisait pas peur d'aller directement sur un immeuble plutôt qu'une seule unité pour un premier achat? Encore une fois, j'ai pas grandi dans le milieu qui fait que tu vois, je suis déjà en Afrique. Je suis parti dans un pays, je connais pas la langue, ça parle portugais. Tu y vas, tu te jettes le truc, tu commences. Non, on va dire que c'était la dernière chose qui pouvait me faire peur par rapport à mon éducation, on va dire. Ouais. Tu vois? La preuve, j'ai même mes études. Allez, quand on devait choisir l'Erasmus, tout le monde disait moi je vais à Los Angeles, moi je vais à Sydney. Je suis en Thaïlande. Je suis parti à Bangkok. Donc, non, on va dire, c'était pas ça. Je suis très curieux, donc du coup. Et puis de toute façon, quand tu grandis dans ce monde-là, tu sais que celui qui tente plus a plus de retours. Donc fatalement, même chaque investissement que moi je fais, c'est 30% du temps, c'est beaucoup plus risqué que... Et c'est des blocages psychologiques que les gens se mettent. Tu sais pas te tromper avec de l'IMO. Tu sais, mon père, il y a une blague qui m'a toujours dit, c'est tu peux tenter tous les business que tu veux. Ça peut foirer, tu peux t'embrouiller avec un associé ou autre. Par contre, si tu achètes un immeuble, il n'y a personne qui va foutre des pneus sur ton bâtiment et partir avec. Ça m'est resté. Donc, comme tu dis, si tu calcules... Et en plus, moi j'ai souvent, en fait, même si tu sais pas calculer ou tu as peur, tu peux consulter des gens. Ouais. Si tu parles à 5 pros et que les 5 pros te disent Vas-y. c'est ça, vas-y, c'est difficile que les 5 se trompent, tu vois. Bon. De toute façon, les pros, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire vas-y, sinon c'est moi qui Voilà. Donc, C'est ce qu'on te dit. t'auras pas le temps d'en poser 5. Si tu te lances pas là-dedans, je te le prends, ton bien. Ouais. Voilà. Ou si tu le veux pas, laisse-moi le faire. Ou sinon, j'ai un frère, j'ai un cousin, quelqu'un va le faire. Et là, tu te Ou le dis... faire à deux, au pire. On le faire à deux. Ouais. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et voilà, donc objectif. Tu m'as demandé objectif futur. Avant, j'étais super agressif, on va dire, dans le business mindset. Mais depuis que j'ai quitté l'Afrique... Allez, moi j'ai une leçon. Après, ça dépend de tout le monde. On voit que les gens vont comprendre ça différemment. Les gens ont des ambitions différentes. Avant, on a tous grandi, on se disait... allez, il y avait les séries qu'on regardait. Hein, Paul Newman, tu vois, des grands messieurs qui étaient dans le business, on se disait tous... Ça, c'est mon truc. Je rêve d'avoir une grosse entreprise et d'être quelqu'un et de subvenir à tous les besoins de ma famille. Mais quand j'étais en Afrique, on avait un business quand même qui était assez compliqué et large. Et ça monte vite en Afrique. Un jour, c'était Nouvel An 2017 ou 17, je pense. Donc, quand tu vends dans la nourriture, fatalement, les périodes de fête, c'est là où tu travailles le plus et c'est là où tu gagnes le plus. Je termine de travailler, je pense, c'est les environs du 4 janvier. Et là, je suis tout seul à la maison. Et je regarde tout le monde. Snap, qui m'envoie. Bonne année. Là, tu te dis, en fait, ça sert à rien. Tu switches. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, mes ambitions, c'est juste, bien sûr, construire quelque chose de stable niveau business, immobilier, de la garde et aussi de la revente. Mais là où tout le monde va aller sur beaucoup d'agressivité, faire beaucoup d'achats-reventes pour gagner beaucoup, moi, je suis plutôt dans stabiliser un certain revenu. Privé, loyer, bien évidemment. Et je calcule d'abord, ok, au niveau de ma famille, c'est correct, ils ne manqueront jamais de rien. Et même moi, une fois que je suis retraité, je ne manquerai jamais de rien. J'ai un chiffre en tête qui n'est pas du tout énorme. Et ce chiffre, je l'ai calculé en me disant, avec ça, en fait, tu peux vivre correctement et tu n'as pas besoin de plus. Ouais. Je n'ai pas dit que je ne vais pas chercher plus. Hein. Comprends-moi. Mais, ça sera du plaisir. Quoi. Voilà, mais je mets la disponibilité, moi être disponible à la maison avec les enfants, ma femme et tout ça, au-dessus des ambitions d'ego ou financières, quoi. Donc voilà. C'est vrai que tu le vois, c'est pas une généralité bien sûr, mais on le voit évidemment, au plus le temps défile, au plus tu deviens âgé, au plus ton profil, généralement pour la plupart d'investisseurs, devient un peu moins agressif, tu places un peu. En fait, tu dois prendre des risques au début pour faire un peu plus de cash, et une fois que tu l'as,
tu ralentis un peu. Et puis, comme tu l'as dit, pour une majorité, tu as la famille, tu as peut-être les enfants, chacun revoit un petit peu parfois à la baisse. Ouais, tu sais, j'ai pas envie qu'on m'envoie des vidéos de mon fils qui commence à marcher. Ah ouais. Fin des fins. Et puis, tu sais, il y a un moment où ça devient juste matériel. On va être d'accord. Bien sûr. Il y a un moment où tu cherches des montants qui, concrètement, ils vont te servir à quoi? À part Consommer. consommer. Et puis, c'est un cercle vicieux. Tu prends Ryanair, t'aimes pas Ryanair. OK? Tu veux ton avion à Bruxelles. Tu prends Bruxelles. Finalement, t'aimes pas. Tu veux ta première classe. Tu prends la première classe. Et là, si tu passes ce stade-là, tu deviens le bouffon qui commence à dire ça me fait chier la première classe ou je veux voyager en jet. Du coup, tu commences à claquer 18 000 euros pour faire Bruxelles-New York. OK. Mais si tu arrives à ce stade, c'est terminé pour toi. Déjà parce que tu vas te créer une charge financière fixe mensuelle qui va faire que tu vas toujours aller chercher plus. Du coup, tu seras jamais disponible et tu vas soi-disant aimer que ces petits avantages-là matériels de dire que tu peux t'offrir XY ou que tu peux envoyer ta famille en vacances. Mais si tu as ce revenu-là, en fait, tu n'auras pas le temps d'aller en vacances. Donc, tu vas faire profiter tout le monde de ton argent. Et je dis toujours qu'en fait, tu tombes dans la zone qui me fait toujours rire, c'est tu as beaucoup d'argent, mais ceux qui ont juste un peu moins que toi, là, ceux qui ont 10, 15 par mois, non. Ils louent tous tes actifs pour passer du temps avec leur famille. Que toi, tu ne peux pas utiliser parce que tu n'as plus le temps. C'est un peu le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, en fait, pour te dire, voilà, moi, sur le long terme, j'ai juste besoin d'être sûr qu'il n'y a qu'une facture qui va arriver chez moi qui va me faire trembler et que tout le monde est à l'abri, c'est tout. J'ai pas des ambitions vraiment énormes. Bon, maintenant, si je peux avoir 10 immeubles, mais toujours avoir le temps, et je vais pas les refuser, hein, Mathieu. Je les prends. J'espère bien, comme on a dit, c'est nous qui les prenons. Voilà, sinon, tu les prends. Donc voilà. Non, mais c'est intéressant, oui. Mais moi, je vois toujours ça comme ça, c'est la sécurité financière. Moi, c'est ce pourquoi je travaille. C'est vraiment... L'argent, c'est pas que c'est pas important, loin de là, ça t'apporte certains disent bonheur et autres, mais moi je le vois vraiment comme sécurité financière. Exactement. Et puis une fois que tes proches sont à l'abri, le plus important, enfin chacun a ses valeurs un petit peu, mais une fois que t'as une famille ou quoi. Et après ça, évidemment, le reste c'est que du bonus, c'est que du plus. Mais une fois que tu rentres, comme tu l'as dit, hein, tu passes en première et ainsi de suite, revenir en arrière c'est compliqué. Hein. Ouais, il faut être conscient aussi de là où tu es, parce que beaucoup n'ont pas conscience là où ils sont. Et moi j'ai eu le cas, par exemple, quand je parle pour moi-même, il y a une période de ma vie où je suis passé du coq à l'âne en très peu de temps et je ne me suis pas rendu compte. Hein. Donc, ok, tu peux avoir des principes et quelque part planifier ton évolution, mais parfois, tu es victime toi-même de ta planification. Donc, tu ne peux pas planifier des choses qui sont implanifiables. Et donc ça, malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens. Quoi. Allez, on est tombé dans un monde matériel. Oui, tu vois. Et tu trouves? Ouais. Non, et moi, donc j'ai un gars qui gère tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Je connaissais rien. C'est juste lui qui m'a obligé à rentrer là-dedans. Bon, j'ai compris l'utilité et la nécessité aussi et apporter un peu d'informations à tout le monde. Mais il y a un truc qui m'a dit, qui m'a choqué, c'est, parce que j'ai jamais utilité, c'est, tu sais, le public aime deux choses. Ou les scandales, ou les problèmes. Une polémique. Ou le matériel. Comment ça? Donc, si tu fais une vidéo, et tu dis, voilà le problème qui m'est arrivé. Ou voici la catastrophe que j'ai eue. Tout le monde va regarder. Ouais. Si tu commences ta vidéo par dire, voilà comment je peux t'aider. Personne ne va regarder. Si tu commences une vidéo en disant, je vais te montrer la Ferrari que j'ai achetée, tout le monde va regarder. C'est bien ce que je veux dire. Hein. Et maintenant, moi, dans mon boulot, ce qui est un peu inquiétant, c'est, on va dire, un truc que j'essaye de mettre un peu dans la tête de tout le monde, surtout dans les jeunes. Et puis moi, j'essaye d'aider aussi les jeunes de ma communauté. Donc, je suis noir. Il faut les éduquer financièrement. Voilà, il y a beaucoup moins d'éducation financière. Et personne n'est là pour les réveiller, entre guillemets, pour qu'ils comprennent où ils vont. Donc, c'est une falaise. Tu es en train de faire ça. Tu vas tomber dans X temps. Donc, si je te dis, économise de l'argent et achète un petit appart, tu es chez les parents. Ouais, mais les apparts que je vois, je les aime pas. Supposons que tu as des goûts de luxe. Mais déjà, il y a un problème. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu arrives à peine à économiser pour pouvoir acheter un une chambre ou un deux chambres. Mais quand je te dis de le faire, tu me dis que toi, tu aimerais vivre dans un appartement beaucoup mieux que ce que tu vois, que tu peux t'offrir. Sachant qu'il est chez ses parents. Sachant qu'il est chez ses parents. Il y a déjà un problème, quelque part. Mais tu es en train d'économiser, concrètement, quand je te pose la question, finalement, tu économises pourquoi? Tu veux t'acheter une voiture. La voiture, tu vas l'acheter. Ouais, mais tu me dis, mais celle-là ne me coûte pas comme la maison. Si je dois acheter un appartement, je dois mettre une dette de 200 000 sur le dos, c'est 1 100 euros. Mon salaire, il est de 2005. C'est des risques. Par contre, ma voiture, on m'a dit que je dois payer 360, 350. C'est moins risqué. Après, il va la cracher contre un mur et il va payer toute sa vie pendant... Allons même pas là. Ton appartement, tu l'achètes, tu le fais louer par quelqu'un. Ta voiture, elle va te coûter. Disons, tu l'as pris 35 000.
Je mets sur 7 ans, 450 €. Elle te coûte chaque mois. Mais tout le monde te voit. Dans ta belle BM ou ta belle Mercedes. Tu es content. Déjà, elle sort, elle perd 21% de TVA. La valeur, elle se déprécie par an. C'est ton domaine. Ouais. On la valorise même à 0. Comptablement, elle est amortie en 5 ans. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Le bien qui est dangereux, la dette qui est dangereuse, elle est de 1100. Plutôt élevé, pas de problème. Tu vas le louer 1200, 1150. Tu n'es même pas dedans. Limite, tu restes même chez tes parents. Et c'est là où je dis que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Ils s'arrêtent là. Alors qu'en fait, cette personne te met dans ta poche tout cet argent. Ouais. Sur les 1100, disons qu'il y a 400 € d'intérêt, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais tu as 700 € par mois. Sur 25 ans, il t'a payé. Tu te retrouves avec la valeur du bien. Et puis, comme la mensualité, le gars, il rembourse. Il y a un moment où tu vas commencer à gagner de l'argent. En plus de ça, c'est que les loyers augmentent. Donc, ma question, t'as une voiture qui va te coûter, après 5 ans, tu dois la changer, tu dois la vendre, elle a déprécié. C'est moins risqué. Tu as un appartement que tu as acheté, qui à terme va te donner une pension. Donc, c'est, on a dit, liberté financière. Elle va te donner le droit de choisir entre, ça me fait, dans 25 ans, c'est pas 1100. Ça va être indexé. On fera des montants astronomiques. Tu as le choix entre prendre cette mensualité ou vendre et toucher un pactole. Donc, en fait, juste avec un seul appartement, au niveau de ta retraite, tu t'es mis à l'aise. Ne serait-ce que même mettre en location, ça change sa situation parce qu'auprès des banques, tu es beaucoup plus crédible et sa bagnole, il pourrait quand même l'acheter par la suite. Donc. Encore pire. Tu achètes ta bagnole, tu viens chez moi, tu veux acheter. Tu n'achètes pas. Tu touches 2005, tu as déjà un crédit de 400 $. Tu n'auras pas de crédit. Tu achètes ton appartement, il est loué, tu reviens pour acheter un deuxième. En plus, tu es chez les parents, tu continues de nouveau à économiser, tu reviens, tu achètes un deuxième. Ouais. Puis devine quoi quand tu as les deux. Prends une bagnole plus grosse. 200 000. Deuxième bien, on va dire 250. Ça fait 450 aujourd'hui. Avec l'inflation, ça fait combien à ta retraite? Les gens ne comprennent pas. Tu peux finir le jeu de ta retraite facilement aujourd'hui, juste avec de biens. Bien sûr. Mais comme on dit toujours, hein, c'est ton actif qui doit payer ton passif et pas l'inverse. Enfin, de toute façon, l'inverse n'existe pas. Et il faut faire confiance au process. Parce que tout est une question de process. Le process. Si tu veux mettre un coup d'accélérateur dès le départ, prendre une belle bagnole, et qui t'a passé à côté de revenus stables futurs, t'as que toi à blâmer. À un moment, il y en a qui vont... Il y aura toujours deux profils différents. Le mec qui veut juste flamber. Et tu auras le type qui va essayer de comprendre, essayer de se constituer quelque chose. Et de nouveau, ça rejoint aussi les profils et le caractère des gens. Il y en a qui veulent rien construire du tout. Ils veulent juste un salaire qui vont flamber à la fin du mois et continuer. C'est pas du tout la bonne stratégie. C'est même pas ça qui me choque. C'est que dans la conception de l'opinion publique, on va dire la majorité, c'est plus risqué l'appartement que la voiture. Parce que c'est 200 000 de dette et c'est 36 000 de dette. Mais ton bien de 200 000 de dette, tu as une dette, oui, mais elle est couverte par un bien de 200 000. Et comme je répète encore, surtout pour les jeunes, si tu as un problème, même si supposons que tu vas vivre dedans, demain tu as un problème financier, tu le quittes et tu le fais louer. Un 2 chambres, une chambre, ça se loue en combien de temps? Voilà, c'est fait, c'est loué. Donc ton risque, tu postes une annonce, voilà, 200 appels en une journée. Ton risque de ne pas rembourser, il est où? Mets ta bagnole là, tu perds ton boulot. Tu vas pas rentrer chez les parents et dire à partir d'aujourd'hui, paye mon crédit de ma bagnole. Donc la notion de risque, elle est très très mal conçue. Très très mal perçue par l'opinion publique. Et eux ne voient qu'ils s'arrêtent au montant. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Comme tu dis, eux, ce qu'ils voient, c'est 36 000, 200 000. Mais ils ne voient pas que derrière, tu as un actif, de l'autre côté, tu as un passif. Ouais. Non, on ne va pas se plaindre. On fait plus pour nous. ouais. Ça, c'est toi qui l'as dit. Ça, c'est toi qui l'as dit. Polémique, c'est bien. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais c'est ça. C'est le fait de vouloir du bling-bling, vouloir ce que tu ne peux pas atteindre. Moi, qui m'interpelle vraiment. Et ça, je te dis, c'est vraiment notre communauté, surtout aussi. C'est ça qui m'interpelle. L'autre fois, je discutais aussi avec le même jeune, et il m'interpelle, il me dit, je vais te montrer un truc. Je dis, OK. On va faire 2 vidéos. Une vidéo simple, où tu parles d'un investissement, comme qui est accessible à beaucoup. Tout jeune qui sort, qui a son CDI, 2000 jusqu'à 2005, on va dire. Simple investissement. Et on va parler d'un investissement beaucoup plus compliqué, que très peu de gens font, limite que même toi, tu fais pas, mais que tu connais ou que tu finances. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que je parle d'un truc aussi lourd? Il me dit, fais-moi confiance. Je dis, pourquoi les gens ils vont écouter ça alors qu'ils pourront pas le faire? Il me dit, laisse-moi te montrer. Je dis, OK. On fait les 2 vidéos. Une, 5 000 vues. L'autre, 140 000 vues. Et tu as des DM de beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'opération à 140 000 vues. Ils n'ont pas les
Ah, c'est Mais ils sûr. veulent pas t'écouter Sur la plus facile. sur la plus facile. Mais qui commence comme promoteur? Il y a rien à faire, tu l'as dit, c'est bling bling, c'est des chiffres. Hein. C'est vendre du rêve aux gens. Hein. Ouais, et c'est... Allez, c'est frustrant. Ça, c'est le problème, tu le vois sur les réseaux sociaux. Hein. Maintenant, je sais pas pour vous, mais j'imagine que oui. Toutes les pubs, c'est que ça. Que ça, quoi. C'est l'embauche, c'est faire du cash, c'est j'ai fait 50 000 aujourd'hui. Enfin, le problème, c'est que ça biaise les gens, évidemment. Tu le dis, ils commencent à avoir des goûts de luxe. Ouais, moi, j'ai la capacité d'acheter un studio, mais je veux directement acheter ça ou acheter une belle bagnole directement. Et en fait, ils oublient complètement que là où ils sont, quoi, qu'ils se situent. Tu sais, j'en ai beaucoup qui viennent dans mon bureau et qui me disent j'ai suivi une formation. Et c'est pour acheter plusieurs biens immobiliers et devenir libre financièrement. J'ai pas de problème. On va analyser, on va regarder où tu te situes financièrement et ce qu'il faut faire pour atteindre ta liberté, comme tu dis. Il commence par me dire je suis à la mutuelle. Celui qui lui a fait payer la formation, il devait s'arrêter là. Il veut son argent d'abord. Non, mais attends. Tu es à la mutuelle et tu veux te créer un patrimoine immobilier. Ok, tu vas quitter la mutuelle dans les 6 mois. Tu vas retourner au boulot. Il faut au moins 2 ans avant que l'opération puisse se concrétiser. Il faut au moins un avertissement, ce serait drôle. Tu vois, il est pas... Donc les personnes partent d'abord trop loin avant de commencer à la base. Et ce qui est dangereux, je te dis, c'est que par exemple, même si tu as des gens qui vont venir dans mon bureau, surtout des jeunes, je vais leur donner une info et ils vont me dire qu'il y a X qui a dit l'inverse. Mais c'est alarmant. C'est comme si moi, je viens chez toi, tu fais ma situation financière, tu fais ma compta, et moi, je te dis ce qu'il en est de la comptabilité en Belgique et de ce que j'ai décidé que je veux faire et que c'est possible parce que lui m'a dit que c'était possible. Mais fin des fins, de toute façon, supposons que ton opération elle est possible, tu vas revenir chez moi. Donc, tu vas là, fin des fins, tu vas finir ici chez moi. Si je te dis dès le départ ce qui t'a été dit là-bas, c'est pas bon, ça sert à rien. La personne va, elle essaye, elle revient, elle me dit j'ai fait le tour de tout Bruxelles et tout le monde m'a dit que c'était pas possible. Et on m'a dit que je vais aller voir cette banque, du coup j'ai été. Mais... Et finalement, maintenant, je reviens et en fait, qu'est-ce que je dois faire? Prends ton CDI, fais au moins X temps, fais 6 mois, t'es encore jeune, et puis quand tu reviens, essaie d'économiser un max, et tu vas commencer par un bien. Ok, si t'as des parents qui peuvent mettre un bien en garantie, tu peux commencer plus gros. Et parfois, c'est même pire. Il y en a qui ont fait des offres sans clause, qui se retrouvent comme ça, hors délai, parce qu'ils pensaient, on leur a dit, sans clause, t'inquiète, tu vas avoir ton crédit. Et ils se retrouvent jour J à devoir payer une indemnité équivalent à peut-être 10% de 400 000. Ça fait Ma question, il faut en vouloir à qui? pour moi, au formateur. Parce que c'est lui qui est quelque part sans scrupule. Attends, tu vas me dire à soi-même aussi. non, mais... je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut en vouloir au formateur. Mais si tu fais 3 banques et 2 courtiers, et qu'ils disent le fais pas, et puis que tu vois que tu le fais, tu vas dire c'est la faute à Bertrand. Mais c'est aussi... Non, j'ai pas dit que je les blâme pas. Je les blâme à fond. Je les blâme à fond. Mais faut être un minimum responsable et terre à terre. Tu peux pas... Tu sais, il y a même une vidéo que j'ai faite, et ça, je le répète tout le temps, encore une fois. Peu importe ce que vous faites, tu demandes un conseil. Et... On s'est entouré. Ok. Et autour de toi, tu vas demander un conseil à quelqu'un qui est pro dans le domaine. Mais comment ça se fait que maintenant, quelqu'un de lambda va aller faire quelque chose qui est dans sa tête ou qu'une personne lui a dit de faire? Et que quand elle va venir chez un pro, parce que le pro n'appuie pas sur son rêve, la personne dit que non, je vais quand même le faire. Attention, j'ai pas dit qu'il faut pas être ambitieux. Moi aussi, 1 million de fois, on me dit non, faut pas le faire. Mais les personnes qui me disent faut pas le faire, c'est les personnes qui agissent pas dans le domaine, qui ont peur pour moi. Et je vais quand même le faire. Parce qu'il y en a 5 qui sont dans le domaine qui m'ont dit fais-le, je le fais. Donc tu le fais. Et maintenant, je te parle des personnes qui vont voir des pros qui leur disent ne le fais pas, mais qu'ils font quand même, ou même qui vont le faire sans même voir un pro. Ça, c'est encore pire. Mais la personne qui va voir un formateur, il y a aussi le côté... Enfin, tu fais confiance et c'est une forme d'autorité, entre guillemets. Un investisseur qui a bien réussi et qui donne des formations, évidemment, il t'envoie au casse-pipe parce que lui a peut-être réussi. Parce que, comme tu l'as dit, il y a aussi le facteur temps à l'époque. Il y avait peut-être Covid, il y avait peut-être ceci. Et donc, toi, tu te réfères justement au formateur. Et le formateur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Si on te dit non, t'en as rien à foutre, tu continues à y aller. Ouais. Tu visites 20 banques. Donc inévitablement, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des œillères et tu dis, lui, il veut me freiner, mais moi, je sais que c'est possible parce que le formateur l'a fait. Et au final, encore une fois, un cas n'est pas l'autre, c'est ça qui est compliqué. Et d'ailleurs, toutes les formations, c'est générique. Hein. 3/4 du temps, on va pas dire, si toi, tu as tel profil, c'est généralement, on te donne l'info et puis chaque profil est complètement différent. Et puis, tu as les fausses informations aussi d'amis ou d'entourage qui vont dire ouais, moi, j'ai financé un bien à 700 000, un immeuble de rapport, j'ai pas mis un bal. Ah oui, c'est qui a financé? C'est telle boîte.
Mais il va pas te dire derrière qu'il a mis Deux biens. des baraques, des biens de ses parents en garantie pour pouvoir financer. Donc à un moment, oui, il faut pouvoir aussi décompter l'information d'un côté et de l'autre. Hein. Je pense que moi, je trouve qu'il y a deux problèmes. Un, il faut s'éduquer. Ça, je suis d'accord. Formation, il n'y a pas de problème. Si tu payes une formation à un prix correct, moi, j'ai pas de souci avec ça, c'est bon. Maintenant, si on te forme pour une opération compliquée, je pars du principe qu'il faudrait que tu payes un minimum quelque chose au résultat. Tu peux avoir un prix, je sais pas, tu viens, personne ne donne son temps gratuitement. Tu viens, je te fais une formation, 500 euros, 1000 euros. Tu me dis, ça, c'est des trucs que je peux comprendre, ok. Mais tu vas donner 10 000 balles à quelqu'un sans résultat, sans obligation de résultat, à moins que ce soit le Père Noël, qu'est-ce qui va l'obliger à... Il n'est pas obligé de délivrer. Hein. Qu'est-ce qui l'oblige à t'amener à ce résultat? Par contre, si tu dois payer un certain montant et un autre résultat, comme on fait pour tout, tu donnes un acompte, puis au fur et à mesure, On délivre. on délivre, tu payes le solde, tu comprends? Ça a du sens. Aujourd'hui, ce que tu vois, que c'est pas du tout ça. Et tout le monde est rêveur, tout le monde veut devenir libre financièrement, tout le monde veut 5-6 immeubles. Il faut le faire, mais il y a un chemin. Il y a un chemin. Et ce chemin-là, si tu n'empruntes pas, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un guide. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que des gens qui vont venir juste pour me poser des questions. Si tu apprends à marcher, tu rampes, tu apprends à marcher, tu roules à vélo, tu conduis une voiture, tu fais un permis camion, on va dire. Il y a un chemin à suivre. Tu veux un parc immobilier. Tu sais pas c'est quoi des droits d'enregistrement. Tu es propice à l'arnaque. Bien sûr. Tu veux un parc immobilier. Tu sais pas c'est quoi une capacité d'endettement. Tu es propice à l'arnaque. Par contre, si les infos de base, la base des bases, 1 plus 1, c'est 2. Si tu l'as compris, si quelqu'un te parle, te donne une information, tu sais te référer, tu sais où tu vas aller. Je vous donne un exemple tout le temps que je donne aussi. Et ça, par exemple, je l'ai mis dans mon bouquin, mais je l'ai mis parce que les gars qui font ma com m'ont obligé à le mettre. Mais pour moi, c'était même pas quelque chose qu'il faut communiquer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, si. Monsieur, je veux un financement. J'ai vu un appart de 200 000. OK. Mais je veux tout. OK. Tout. Oui, donc les 200 plus les frais de notaire. On m'a dit qu'on le fait. OK, vous allez bien mettre en garantie. Non, mais on m'a dit qu'on le fait. Et ça m'a interpellé parce que pourquoi on ne peut pas le faire? Pour moi, c'est évident. Mais pour tout le monde, c'est pas évident. Et donc, j'explique. Le bien, il vaut 200. Il faut aller chez le notaire. Lui, il va mettre un acte. Il va dire, la banque X a prêté à Bertrand 200 et on prend comme garantie 200. D'accord. Donc, la banque a une garantie qui est égale à la valeur qu'ils ont prêtée. D'accord. Maintenant, la banque prête 215. 200 plus frais de notaire, tu as l'abattement. Et ils doivent hypothéquer un bien qui vaut 200. Même au niveau de l'acte, comment on fait? Légalement, comment on fait? Avant, on pouvait te donner, on va dire, 200 plus 15 000 de prêt à tempérament à 10%. Tu comprends? Les 15 ne sont pas dans l'hypothèque. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Tout montant qui a été financé pour le bien doit être dans l'hypothèque. Maintenant, comment le notaire il fait pour mettre en garantie une hypothèque d'une valeur de 215 sur une garantie de 200? Ah, c'est pas possible. Hein. Il y a des possibilités, mais bon, c'est réservé à un certain... Voilà. Attention, autre chose, et ça vraiment, ça m'énerve, c'est... Moi, mon voisin, il a eu 2%. Moi aussi, je veux 2%. Ton voisin, il a eu 2%. Et donc, toi aussi, tu as besoin de 2%. Mais ton voisin, il a mis combien? Il a mis 150 sur la table. Je sais pas. Il a un crédit sur 10 ans, sur la moitié. Je sais pas. Mais toi, tu vas mettre combien? J'ai 10 000. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Pour que les gens comprennent que... Donner la base. Il y a des bases. Mais malgré ça, écoute bien, malgré ça, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la... qu'ils ont compris. Ils ont compris. Mais d'abord, il te dit qu'il connaît l'enregistrement, ce que tu veux. Il te dit qu'il veut 2%. Pour du 100%. En investissement. Sur une durée de 30 ans. Alors qu'il en a déjà 5 ans. Sur une durée de 30 ans. Tu vois? Sur une durée de 30 ans. Allez, on rigole, mais c'est grave. Hein. Attention, les gens qui écoutent, tu vois? C'est grave. Mais il faut que les gens comprennent. Tu dois t'informer. Et t'informer, c'est pas juste aller voir quelqu'un qui va te dire que t'informer, tu dois lire quelque chose. Moi, je passe ma vie à lire. Tu vois, je passe ma vie à m'informer. Même si je suis sûr de quelque chose, je te jure, je relis. Ou je redemande. Tu sais, tu peux faire une opération 3 fois, mais t'es sûr que c'est bon? Oh, t'inquiète, c'est bon. Mais derrière, bon, allez, après, tout le monde n'est pas fait pour l'investissement, mais je pense quand même l'éducation financière, pour moi, ça passe avant tout. Bien sûr. C'est ce qui va te protéger de toute erreur que tu peux avoir au bout, toute arnaque qui va t'arriver. C'est vraiment ça. Mais bon,
comme les gens aiment rêver, ils préfèrent aller écouter quelqu'un qui va leur vendre du mensonge. Ça, maintenant, moi, j'ai appris à l'accepter. C'est bon. Avant, ça me frustrait vraiment. Donc voilà. De toute façon, on le voit aussi, c'est comme le contenu gratuit. Hein. De nos jours, tu peux tout trouver sur Internet. Quasi tout, allez, peu de choses près. Mais quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Alors qu'au final, ça en a, mais pour les gens. Hein. Et si ton prix n'est pas assez conséquent, c'est que ta formation, elle est nulle. Ouais, c'est que tu vends pas quelque chose d'efficace. Mais il faut faire attention parce que si... Après, ça, c'est moi. Moi, je ne sais pas convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui va le bloquer par après. Ils sont pas alignés avec tes valeurs ou quoi. Ça va pas. Je sais pas le faire. Même si j'y gagne, je sais pas le faire. Je sais pas le faire. Et là, il y a, je sais pas si vous avez vu, même ça m'est passé au journal, il y a un gars, il finance un bâtiment, il vient financer un bâtiment magnifique, top, dans Sarre. Moi, je vois le truc, je vois le projet, c'est arrivé dans mon mail. C'est vendu comme projet rentabilité de dingue Airbnb. Donc, tu as des gens qui sautent dessus, puis tu as 2-3 qui viennent chez moi qui me disent ouais, fais-moi, vas-y, t'es fou quoi. Je crois que c'était 17 000 par mois, un truc comme ça. Non, Airbnb. Moi aussi, je prends. Bien sûr. Tu rigoles ou quoi? Qui prend pas? Mais je lui dis, fais gaffe à la politique de 1000 Bruxelles aujourd'hui. Oh, tu veux pas. Oh, si tu veux pas travailler, moi je vais trouver quelqu'un qui veut travailler. Je dis ok. Je dis écoute-moi, ne le fais pas. Ouais, tu me dis ça comme ça, tu vas le prendre. J'aurais pas dû te le montrer. Je dis mais moi j'ai déjà vu le truc. Avant même que tu arrives ici. Il me dit pourquoi tu veux pas le faire? Il a dit parce que si tu le fais, pendant 2 ans tu vas te mettre bien, mais à un moment ou à un autre, ça va te retomber. Et si ça te retombe dessus, tu vas voir. Ok. Finalement, il rate. Putain, j'ai raté le truc. Je suis dégoûté. Je dis ok. Je dis moi je suis content pour toi. Il me dit ouais c'est ça, sûrement c'est un pote à toi qui a pris ça. Je dis, je dis mec, un jour on en rediscutera. Il me dit ok. Il m'appelle un mois et demi. Ah Bertrand, t'es où? Il me dit j'arrive. Peut-être qu'il a une affaire, tu vois. Je dis oh viens, tranquille, je suis là sur la terrasse. Il débarque et il vient avec une paire de godasses. Il me dit ah, j'étais à Paris, je t'ai acheté ça. Et je dis pourquoi? Et le type il s'est fait tuer. Le bâtiment, les flics ils l'ont fermé. Je te dis pas l'amende. J'étais... Est-ce que je le voulais finalement? Surtout quand t'achètes sur un projet où t'es rentable en Airbnb au lieu de la roi classique. Non, mais derrière celui qui lui a vendu ça en lui disant que c'est un bon projet Airbnb, il savait. Et vous voulez s'en séparer, bien sûr. Qu'est-ce que moi je gagne 17 000 par mois, je vais te vendre un truc? C'est pas possible. Si je gagne autant, tu gardes. Je peux t'inventer n'importe quoi. Je sais pas. Ah ben je te jure, si je suis en divorce, je le garde. Tu vois? Mais t'as des gens qui arrivent à vendre ça comme ça, sans scrupule, sachant que dans 2 ans ou même 1 an, son client il va tomber, mais tomber. Fais le calcul. 17 000, t'imagines le nombre de locations par jour. C'est quoi la taxe par jour? C'est par jour. Attends. Donc tu dois rembourser cette taxe journalière, ta TVA, plus l'amende, rétroactif. C'est les 1. Tu continues à payer ton crédit. Ok. Fais le calcul du gain. Ouais, t'inquiète, en plus de ça, il n'était pas formé initialement, il a du tout flambé. En se disant, mais de toute façon, ça rentre, donc rétroactivement, et c'est même pas remboursé. Quoi. Donc voilà, tout ça pour dire à tout le monde, enfin, faut faire gaffe. Oui, l'IMO, c'est sûr, mais c'est sûr si tu le fais correctement. Et puis, tu vois, l'argent facile et qui vient vite comme ça, trop simple. Il y a toujours un piège, faut pas rêver. C'est le problème. Toujours un piège derrière. Tu peux pas te réveiller et prendre 17 000 et 7 000 balles de plus-value sur ta première opération et t'as mis le bien des parents en garantie. Ouais, alors qu'au final, t'as des professionnels qui sont dans le secteur depuis 40 ans et qui, eux, n'auraient pas forcément cette opération-là, quoi. Non. Au final, toi, t'es jeune arrivant et tu penses que tu vas faire mieux que... Faut faire gaffe. Il faut demander aux bonnes personnes. Faut pas juste dire t'as demandé à... Je sais pas, j'ai rien contre les agents immobiliers, j'ai plein de potes d'agents immobiliers, mais c'est pas parce que l'agent immobilier qui vend. T'as dit quelque chose, c'est vrai. Déjà, il y a parti pris. Ouais, complètement. C'est lui qui vend. S'il vend, il touche ça comme, donc fatalement, il va pas te dire ah tiens, c'est bien, dans la cave, faut recouler du béton parce qu'il y a des humidités de dingue. En fait, on a juste peint avant que t'arrives, tu vois. Mon premier appart, on disait que la cuisine était fonctionnelle. Première chose, quand j'ai les clés, j'ouvre le four. Il y avait un putain de trou derrière le four. Même pas branché. Même pas branché. Le four, il allait tomber quand je l'ai tiré. Donc, tu vois, j'ai écouté l'agent immobilier. Voilà. Et même tu visites avec quelqu'un, tu vois, tu visites avec quelqu'un. On a fait une visite avec un client, c'était à Jette. Et on rentre et l'entrepreneur, il fait, ça sent l'humidité, mais c'est clean. Et tu sais, il a un petit marteau comme ça. Ouais. Il va sur un mur, il fait papa. Tout noir. Tu sors de là. Bah, bien sûr. Mais de base, c'était une affaire de malade. 2 chambres, 170 000. Mais tu vois qu'il y a un problème.
clean, rénové. Mais le gars, le bien, il était flingué. En fait, c'est le genre de bien que tu achètes et demain, on te sort du bien parce qu'en fait, tu peux pas vivre dedans. C'est insalubre. Du coup, tu te retrouves avec un crédit et tu te retournes contre le vendeur ou je sais pas qui finalement fait faillite. C'est un marchand en plus. Qui va faire peut-être faillite et t'es coincé. La banque, ils veulent rien savoir. Et t'as même parfois la commune que t'as sur le dos pour insalubrité. Et la commune, ils ferment. Hein. Ils ferment. Puis maintenant, comme c'est insalubrité, tu payes une amende à la commune tous les mois. Juste parce que ta visite, t'as pas pris un paye que tu vas peut-être payer un peu et il va te garantir si oui ou non l'opération sera bonne. S'il veut tout arranger, ça lui coûte 50K en plus. Voilà. Et c'est plus du tout la même opération, tu vois. Donc voilà. Faut faire gaffe et bien s'entourer. T'as dit le mot magique. Faut bien s'entourer et être sûr que l'information qu'on donne, elle est pertinente. Et puis surtout, avec la patience. Ouais. Déjà croisé les informations. Hein. Ouais. Ne pas prendre comme argent comptant, comme on dit. Hein. Par contre aussi, faut pas aussi, comment je vais dire ça, faut pas essayer d'avoir l'impossible. Ça, je vais le dire parce que ça me flingue tout le temps. Donc, un gars, il achète une maison, la baraque énorme, hein. Façade, elle fait 8 mètres. Le bazar, hein. Terrible. 4 façades. Changement, il doit enlever le toit, rénover le toit. Et alors, comme tout le monde, il ramène 10 entrepreneurs qui doivent à chacun faire un devis. Ça, c'est bien. Et un devis, il est à 74 000. Et un devis, il est à 22 000. Déjà, t'en fais une troisième. Oui, donc il y avait de tout. Il y avait de tout. Et puis, il prend celui de 28 000. D'accord? Le gars, il vient, il fait boum, boum, boum. Moitié du truc, il dégage. Plus de nouvelles. Le client, il vient chez moi. Il me dit, il faut me rallonger mon crédit parce que je me suis fait arnaquer. Et alors, il me sort les devis. Et je regarde le devis et je lui dis, attends. Si tu vas chez Merco et qu'ils te vendent 6.3 AMG à 20 000 balles et que tu sors du concess, tu montes sur l'autoroute et les 4 pneus, ils tombent, il t'a pas arnaqué. Hein. Tu l'as voulu. Tu l'as voulu. Tu essayes d'avoir l'impossible. Et ça arrive tout le temps, surtout pour les travaux. Je dois rénover ma cuisine, ma salle de bain, les sols, les murs, l'électricité, la plomberie, nouvelle chaudière et consort, pour un 90 mètres carrés. J'ai trouvé un gars, il va me le faire pour 20 000. Il vient, il fait sol, mur, nouvelle chaudière, ok, et la plomberie. Et il disparaît. Et il t'a volé. Il t'a pas volé. Il a fait les travaux de 20 000. Non, mais tu comprends, mathématiquement, il t'a pas volé. C'est toi qui as demandé 10 rubriques pour 20 000. Et ça arrive tous les jours. Moi, je prends toujours des corps de métier. J'essaye en tout cas de prendre des corps de métier différents pour tous les chantiers. Maintenant aussi, des choses, des petits déclics que les gens doivent avoir. C'est très simple. Il y a une base de données qui s'appelle à la BCE Public Search. Ouais. Vous tapez simplement le nom de la société. Vous allez voir toutes les infos de la société. Son adresse, parfois, quand vous allez voir adresse radiée, c'est déjà un mauvais signe. Autre chose aussi, dans les activités, vous pouvez voir les activités qu'il a activées, donc pour lesquelles il est agréé pour faire. Si dans votre devis, il vous met qu'il fait des sanitaires et du plafonnage, alors que sur sa BCE, il n'y a pas, c'est qu'il n'est pas habilité à le faire. Et d'ailleurs, même les assurances regardent ça maintenant pour indemniser. Il faut faire très gaffe avec simplement cette indication-là. Deuxième indication, vous pouvez aller aussi sur le site de l'ONSS, check obligation de retenue. Parce que les entrepreneurs ont une obligation de retenue s'ils ne payent pas leurs impôts, la TVA ou d'autres taxes. En tapant simplement le numéro d'entreprise de l'entrepreneur sur ce site, vous pouvez savoir s'il est déjà fiché rouge à l'administration. Le statut, quoi. Voilà, donc, entrepreneur comme ça, il ne faut pas chercher à travailler avec lui, il faut passer son tour. De l'info. Bon conseil. L'info, voilà, magnifique. Ça, par exemple, ça te permet de... Mais sinon, donc la recherche du moins cher, souvent, c'est toi qui va te jeter dans un piège, en fait, entre guillemets. C'est pas le but de... Il faut chercher le moins cher, mais il faut pas que ce soit impossible aussi. De toute façon, comme l'avait dit Elvis à un précédent podcast, je pense que c'était avec Louis. Maintenant, avec l'IA, tu prends le devis, tu lui demandes s'il est bon. Et il va clairement te dire, écoute, t'es beaucoup trop bas, beaucoup trop haut. Et ça te donne déjà une petite référence. Mais tu sais, même quand tu le dis, tu sais que j'ai encore, tu regardes le truc, tu le dis, ça, c'est pas possible. Ouais. J'ai vu un truc comme ça en plus, où tout était clean, tout était vert. Et le gars avait envoyé en fait des photos des chantiers qu'il avait fait auparavant. Et il a merdé complètement sur le chantier du gars. Et par la suite, il me dit, oui, j'ai essayé de vérifier et tout. J'ai pris 2-3 photos qu'il m'avait envoyées des chantiers qu'il a fait avant. Il les a tapées sur Google. Il y a 4 ou 5 sites qui sont ressortis. Donc le gars, il allait piocher des chantiers de sites français et qui mettait sur son site à lui. Il disait, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au moins, lui, il a vérifié. Mais moi, je te dis qu'il y en a à qui tu dis, ton devis, il y a un problème. Mais qui te disent, non, mais c'est ça le budget que je veux.
Puis il se lance dedans, après il dit il me faut un crédit de 20 000 en plus. Ou alors il fait lui-même. Il y a plein de choses qu'ils savent faire eux-mêmes. Hein. Comme par exemple peindre, plafonner. Mais c'est pas le but. Allez, installer une cuisine, c'est pas compliqué d'installer une cuisine. Bon, après, moi, Moi, c'est ce que je sais pas faire, je délègue. Mais quand je sais faire des trucs comme par exemple peindre ou quoi, plafonner, c'est des trucs simples. Allez, ça me prend 2 dimanches, je le fais. Hein. De toute façon, on parle de profils qui chipotent sur, les petits sur mots. des petits montants du détail. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà à court financièrement. Donc, comme dit lui, c'est à autant qu'ils fassent une partie. Alors. Mais attention, parce que c'est ça le truc. En fait, si t'es à court financièrement, tu peux pas te tromper. C'est ça le truc. Faut pas que tu te Ah trompes. non, bien sûr. Parce que tu sais, si tu prends ton crédit sur 25 ans, ça te coûte 100 balles le 20 000. Mm. Comprends-moi bien. Ouais. Si tu reviens, tu as déjà passé ton acte, c'est crédit sur 10 ans, avec des taux rien à voir avec ton taux initial. Donc là, ça commence à te coûter des 250 pour 20 000, tu vois. Et là, c'est différent. Donc, dès le début, sois sûr que tu ne te trompes pas. Mais malheureusement, justement, comme ils font attention au moins cher, ben, il va se faire avoir parce qu'il considère que le moins cher, c'est ce qu'il a besoin. Et le moins cher, c'est pas ce que tu as besoin. Après, petite astuce pour ceux qui sont dans le problème, dans des problèmes comme ça, où ils ont une mensualité à tempérament pour des travaux sur 10 ans et le crédit classique. Ce qu'ils peuvent faire après 2 ans, c'est Ouais, toujours tu refinancer. rachètes. Tu refinances et puis alors Tu tu lisses les refinances. deux sur 25 ans. De toute façon, ça, tu leur dis direct. Hein. Tu prends ton crédit et puis 2 ans après, tu reviens. En espérant que les travaux que tu fais sont utiles pour la valeur de ton bien. Mhm. Si tu reviens et qu'il a pris un peu, on peut regrouper les deux. Tu peux avoir un nouveau financement. Ça, ouais. Ça. Mais pendant 2 ans, il est... Ah, il est cuit pendant 2 ans. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des foyers. Si tu rajoutes 300 € en plus par mois, c'est le budget course. C'est pour ça que moi, je sensibilise souvent les gens que j'ai en face de moi par rapport à ça. Ok, tu veux faire de l'investissement, mais est-ce que tu es prêt à faire des investissements? Est-ce que tu es prêt à avoir des merdes qui tombent comme ça du jour au lendemain, à des mauvais timings? Et juste par exemple, les précomptes immobiliers, moi, ça tombe toujours à une période où tu penses à tout sauf ça, quoi. Ouais. Et tu te ramasses Ce des gars-là, grosses sommes à décaisser. franchement, en plus, quand tu l'attends, il vient pas. Et Tu vois, c'est quand t'es pas prêt que... janvier, t'es là, t'es tranquille, t'as clôturé l'année, tu te dis, OK, on va commencer l'année, je fais pas de dépenses. D'abord le précompte. Bizarre, il est pas là. Puis juin, là, moi aussi, il vient de tomber. Juste avant les vacances. Et puis quand t'es indépendant, t'as pas de double pécule. Hein. Exactement. Donc il faut être prêt à pouvoir assumer ce genre de choses, quoi. Et si tu es toujours à ce mode toutes les fins du mois et que tu claques ton argent, ça sert à rien d'acheter, autant le louer. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous. Comment vous voyez l'immobilier belge? On est quoi, 2025? Ouais. On va même pas aller loin. En 2030. Belge, ouais. Ouais. Bah déjà, ça dépend parce que évidemment, ça va être différent entre les villes déjà et d'autres régions. Hein. Moi, je dirais, bon, Bruxelles, je pense qu'on a déjà compris. Moi, je pense que si on retourne pas en arrière, comme quand tu me disais en 2017, avant 2017, si on n'allège pas les achats, en tout cas sur le marché immobilier pour les primo-acquérants, il y aura un problème pour des investisseurs qui veulent devenir. Parce qu'on aura moins de capacité que ce qu'on avait dans le temps. Après, au niveau de la location, le marché de la location, je pense que ça va toujours fonctionner à Bruxelles. Une grande ville. Et comparé à d'autres grandes villes qui sont limitrophes, on va dire, en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne, les prix sont quand même relativement bas. Donc, moi, je pense que c'est encore une bonne affaire d'acheter à Bruxelles. Maintenant, la grosse interrogation, c'est plutôt le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer encore comme nouvelles taxes, sachant les nouveautés qui sont à l'actualité pour Prix la tous les taxation. Donc, voilà. Ça passera pas. Ça passera pas. Mais il faudra se préparer à ça. Moi, je pense que le marché, il va continuer à évoluer, mais tout va dépendre du climat économique également qui est derrière et le climat international. Parce que beaucoup d'investisseurs maintenant, en tout cas moi je le vois, des Français qui viennent de plus en plus à Bruxelles pour investir. Il y a une raison, c'est que déjà le marché français est déjà plus saturé que le nôtre et les prix sont beaucoup plus élevés que les prix à Bruxelles. Donc s'il y a un engouement dans ce sens-là, je pense que le marché va continuer à évoluer. Après, moi ma vision c'est toujours, en tout cas pour mes investissements, c'est pas un conseil que je donne, c'est toujours essayer de diversifier ses placements et de ne pas se fermer non plus à l'international. Donc il y a plein de villes à l'international où on peut investir pour des petites sommes, pas forcément des grosses sommes, et laisser le marché évoluer. Il faut quelque part faire ce que nos parents ont fait ou auraient pu faire en Belgique il y a 20 ans. Parce que dans beaucoup de villes européennes, c'est encore le cas. On est encore sur des marchés qui sont comparables à des marchés belges d'il y a 20 ans. Non, c'est vrai, les prix sont relativement bas. Complètement. Mais ce qui est, c'est que c'est vrai que j'ai l'impression que les stratégies vont un peu changer dans les années à venir. Parce que comme tu le vois, par exemple, rien qu'avec la grille des loyers qui est mise en place, le problème, c'est qu'au final, la personne qui veut faire de la location en se disant je vais aller chercher full cash flow, bah, au final, tu te dis
bah, je peux pas être au-dessus de 20% sous peine de risquer de. Et donc, peut-être qu'il va changer justement son angle de vue en se disant, je vais peut-être faire des achats-reventes, ou enfin, tu vois, ou je pense que ça va changer par rapport à ça. Il y a aussi l'histoire du PEB maintenant, il faut bien remettre Ça. il y a pas mal de choses. Il y a aussi des taux d'intérêt qui sont plus déductibles fiscalement. Enfin, en tout cas, c'est la nouvelle Ouais. réforme qu'ils veulent mettre en place. Donc, l'air de rien, c'est 3-4 facteurs qui sont quand même conséquents. Et s'ils sont mis en place, ça va changer un peu les stratégies de chacun. Et les personnes qui sont déjà bien implantées, qui investissent en société, il y a toujours des astuces. Mais les nouveaux qui veulent investir, Ça va être la guerre. c'est plus de bâtons dans les roues. On le voit avec les crédits aussi. Ce que j'aime pas là-dedans, on va dire, c'est que, si tu veux, aujourd'hui, par exemple, chez les voisins, prends l'exemple de la France, c'est trop cher. Ouais. Parce que tu as beaucoup de groupes, des gros groupes, qui détiennent des villes, tu vois. Donc ils fixent leur prix, en fait. Mhm. Mais c'est duopole, parfois. Moi, j'ai l'impression que toutes ces règles-là, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avantager qui? Ceux qui ont les moyens. Toujours. Et ça va foutre en l'air le marché parce que du coup, s'ils se mettent ensemble, ils vont se mettre ensemble. Ça va devenir comme en France. Du coup, ils vont commencer à acheter des pâtés de maison et l'accessibilité aux biens, ça va devenir comme en France. Pour moi, sur les 10 ans. Donc, dans 10 ans, aujourd'hui, bonjour, j'ai 24 ans, je suis en CDI, je travaille chez Deloitte, j'habite chez mes parents, j'ai mis 15 000 de côté. 180 000 euros, il achète son truc. Clair, ce ne sera plus le cas. C'est ça qui va arriver, ça va plus être le cas. Et là, est-ce que c'est bien? Moi, je pense que non. Je pense que non. S'il y a moins de demandes, le prix est censé diminuer, mais l'offre aussi ne sera pas là. C'est que les mêmes personnes qui vont s'échanger les biens ou acheter les biens. Et maintenant, même cette grille de loyer, en fait, le problème de la grille, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens va venir et mettre peu de fonds propres. Du coup, il aura un taux pourri. Et s'il a un taux pourri, sa mensualité est élevée. Quand bien même il quitte le bien, ou qu'il fait louer le bien, fatalement, il est censé le mettre à un certain prix parce que sa mensualité elle est déjà énorme. Donc ça désavantage qui de nouveau? Locataire. Petit investisseur. Le petit investisseur qui n'a pas les moyens. Celui qui a des gros moyens, il va injecter 20% plus frais notaire ou même 40% dans le projet. Il peut suivre ta grille. Même en suivant ta grille, il place son argent correctement, il fait son cash flow. Donc moi, quand on dit que la grille, elle est là pour aider le citoyen, oui, dans un sens, celui qui va louer, entre guillemets, soi-disant. Mais derrière, en termes d'être propriétaire ou de pouvoir acheter, ça va favoriser ceux qui ont les moyens. En fait, ce qu'on voit, je pense que c'est les locataires, justement, l'objectif, c'est d'aider au logement, donc aider Ouais. les gens à se loger. Je pense que aussi les primo-acquérants, c'est d'aider, allez, on fait une petite aide pour t'aider à investir ton premier bien, et dès que tu passes dans la tranche à côté, tu veux devenir petit investisseur, bah là, en fait, c'est déjà compliqué. Et après, tu as la fameuse tranche gros investisseur, où là, c'est toujours porte ouverte, parce que... Puis il y aura toujours moyen de tourner autour la majorité des gens, ils vont mettre un loyer qui est le loyer fixe et puis ils vont avoir un deal entre Ouais. donne-moi la différence en cash. Donc ça va être en pratique, ça va être ça. Hein. Ça je pense que Donc, tu ne peux pas l'éviter. Mais dire que vraiment ça va aider la population, oui. Est-ce que ça va aider le marché? Je pense pas. Après, par contre, ce qui est bien là, ce que je vois même dans mon boulot, c'est la réduction des droits d'enregistrement en Wallonie. Ça, c'est un impact. Ça, c'est un terrible impact. C'est vraiment au niveau des achats, tu vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont... Mais il était temps quand même, parce que ça fait quand même un petit temps qu'ils étaient à la traîne par rapport aux autres régions, de toute façon. C'était n'importe quoi. Par contre, ça je vais le dire. Bonjour, j'ai vu un immeuble à Liège de 4 unités. J'ai autant en fonds... Allez, j'ai 20 000 en fonds propres parce que j'ai l'abattement. Faut oublier, hein. Ça, je le dis face caméra. Parce que, encore une fois, je disais, c'est la base. Ouais. Tu as droit à l'abattement pour l'unité que tu vas occuper pendant 5 ans. Tu vas pas occuper 4 appartements. Non. Pas possible. Donc, au pire, si tu as l'abattement, tu demandes à ton notaire, il va te donner l'abattement sur un quart. Donc, faut pas aller faire des offres sans clause suspensive parce que tu as fait le calcul et en plus, je veux un 100%. Donc, si c'est immeuble, oui, l'abattement est là, top. Appartement, magnifique. Fais tes calculs. Après, s'il n'est pas divisé, ça passe encore, je pense. S'il n'est pas divisé, qu'il est reconnu comme maison unifamiliale, par exemple. Si c'est une maison unifamiliale, oui. Mais dans ton financement. Achète une maison, Et donc, il n'y a pas de loyer dedans. un seul loyer. Ça aussi, il est génie. J'achète une unifamiliale. Je veux l'abattement. Mais il y a 3 locataires au-dessus. C'est une infraction et tes revenus. Tu peux pas avoir l'abattement et dire que tu as occupé le bien et derrière venir dire que tu veux un crédit et qu'on doit tenir compte des loyers d'une infraction. Ouais, ça, tu dois. Tu vois, tout ça, Tu dois c'est... avoir ton projet rentable en classique avec la maison qui est louée. Quoi. Voilà. Pas Tout ça, avec- c'est des petits trucs qui sont élémentaires, mais que tu dois connaître. Tu dois absolument connaître. Ouais. Sinon, tu perds ton temps. Tu vas visiter 3 mois, faire une offre pour ton unifamiliale, pour venir chez moi et que je te dise... Non, il faut voir les professionnels avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Je reviens toujours au process. C'est un process, en fait. C'est un processus pour acheter. Devenir propriétaire, c'est un processus. On ne devient pas propriétaire en voyant une affaire que Marc m'a dit, oui, il y a une maison qui se vend juste en face de moi, viens, achète. Et tu t'arrives, tu fais une offre, c'est bon, j'achète. Et après, tu vas voir les professionnels. Non, c'est pas comme ça. Tu vas acheter, ok.
D'abord, tu te constitues un dossier, tu regardes ta capacité d'endettement, ce que tu peux acheter, est-ce que vous êtes à deux, est-ce que vous n'êtes pas à deux, est-ce que mes parents ont des biens à mettre en garantie, mais tout ça, pour le savoir, tu dois aller voir des gens, tu dois aller voir des professionnels. Donc, se lancer comme ça au freestyle, ça ne fonctionne pas dans l'immobilier. Ça ne fonctionne pas parce qu'il veut... Tu ne vas pas maximiser d'ailleurs. Exactement. Pas maximiser. Et c'est là où il ne faut pas investir dans l'immobilier. Je me suis brûlé, c'est n'importe quoi. Tu t'es pas préparé. Moi, je dis toujours, tu vas aux Jeux Olympiques faire un 100 mètres. Tu as 9 secondes pour gagner. Tu viens du snack et tu veux faire ton 100 mètres. Il n'y a pas moyen. Le gars, il se prépare des années pour faire son 9 secondes. Donc toi aussi, les 4 mois là où tu dois avoir ton crédit, puis les 6 mois où tu dois faire des travaux, les 12 mois qui suivent pour que tu maximises ton investissement, c'est censé te préparer plus longtemps que la période où tu fais l'investissement. Je veux dire la préparation en termes de connaissances. C'est la même chose pour tout. Hein. Et puis, tu es plus armé aussi si tu sais directement qu'est-ce que tu peux aller chercher comme crédit. Si tu as une capacité pour aller chercher un bien à 250, tu vas regarder dans cette tranche-là. Et tu vas pas regarder des trucs à 400 ou 350 où tu risques de tirer une balle dans le pied directement dès le départ. Tu serais bien étonné. Hein. C'est un peu comme le même principe des gens qui vendent et qui disent « je veux ce prix-là ». Mais tu veux ce prix-là ou c'est par rapport au prix du marché? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. J'ai acheté ou je compte acheter cette maison à 450. Donc je dois vendre la mienne. Voilà. Avant que tu arrives, j'étais au téléphone avec un de mes clients qui rachète un immeuble parce qu'il va en faire une activité commerciale. Mais il y a des apparts au-dessus. Le vendeur, il a l'immeuble en société. Il a fait expertiser l'immeuble, il vaut 1 million. OK. Dans sa tête, il veut 1 million. Et je me tue à expliquer à l'agent immobilier parce que l'agent immobilier n'a pas compris. 1 million, c'est ce que vaut la valeur vénale de l'immeuble. Ouais. Mais il veut vendre ses actions. Donc, en achetant ses actions, les parts, je ne vais pas te les acheter à 1 million. Ouais. Et j'essaie de leur faire comprendre ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Il veut 1 million dans sa tête. Je lui dis, faites-moi un rendez-vous avec le vendeur pour que je puisse lui expliquer. Non, c'est pas, j'aime pas donner le contact du proprio. J'aime bien être le filtre. Mais tu ne comprends pas ce que je t'explique. Laisse-moi lui expliquer. Tu dois lui faire une convention de rachat de parts. Ben oui. Comment tu vas mettre 1 million dedans? Et qui va financer ça? Quelle banque va financer un rachat de parts à 1 million, alors que 1 million, c'est la valeur vénale de ce qui est dedans? Encore une fois. C'est la même chose. Et là, c'est un agent immobilier. C'est un agent immobilier. Alors imagine, toi, le monsieur qui vend. Ah, tu vas pas l'avoir. Hein. Il va dire, l'agent immobilier, il m'a dit ça. Après, ton client. En fait, ce qu'il doit comprendre aussi, même si ton client il veut l'acheter 1 million, il pourra pas. Ça va bloquer au niveau des financements. Il va venir, il va dire, je rachète les parts à 1 million et vous prenez comme garantie 1 million. Surtout même que la banque n'a même pas de garantie quand elle finance des opérations comme ça. Puisque l'hypothèque, elle est dans la société qui détient l'immeuble. Donc, quand tu refais un financement externe, tu ne sais pas mettre une hypothèque sur une holding d'un immeuble où il y a déjà une hypothèque dedans. Tu vois. Mais tu ne peux pas mettre une hypothèque sur les parts? C'est pas une hypothèque, mais c'est un gage. C'est un gage sur les parts. Ouais. Et tu peux gager les parts, mais bon. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Enfin, ça dépend des fonds que tu as. Ouais. Bon, ouais. Souvent, les médecins s'acceptent. Mais c'est vrai que si tu as la situation, oui. Mais c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a un gage sur ses parts. Ben voilà, ouais. Ben ça t'as le cas exact. T'as le vendeur qui a un prix en tête, t'as l'agent immobilier qui n'a pas compris, et t'as toi qui parle, mais c'est toi le bouffon. Ouais. C'est moi le méchant. Pourtant, le seul qui est dans le domaine et qui le maîtrise, c'est toi. Mais c'est pas toi qu'on va écouter. On va souvent faire le mauvais rôle. Hein. Vaut mieux que je sois mauvais qu'être bon et après avoir le revers de ma bonté. Est-ce que tu l'auras? On revient à ce qu'on disait, il faut de la patience. Sinon... Et le pire, c'est que tu dois... Là, tu es en train de mettre des efforts. C'est pas ton bien. Tu mets des efforts pour ton client, oui, mais aussi pour lui faire comprendre. Oui. Et c'est pour ça que parfois tu t'assois dans ta voiture, tu prends tes 2 téléphones, tu les jettes. Parce qu'à la base, c'est son comptable à lui qui aurait dû lui expliquer, écoute, tu as un immeuble dans ta société, ça vaut 1 million, mais tu pourras pas le vendre à 1 million. Mais lui, il a dit à son comptable que l'agent immobilier, il a dit que. On en revient à ce que je disais. Il va écouter ce qui appuie son rêve. Exactement. C'est ça. Point. Il y aurait un type, il serait venu dans la rue, il va le vendre à 1 million. Il allait le prendre. Il allait lui dire, voilà, les 2 comptables, toi et l'autre, hein, vous écoutez pas, c'est lui qui a raison. Ah, tu l'as dit, ouais. T'as bien résumé. Éducation financière. Clairement. Mais pour clôturer, qu'est-ce qu'un investisseur qui n'a jamais touché à l'immobilier, qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les process pour se préparer, pour vraiment mettre un pied dans l'immo? Par quoi commencer? Est-ce que c'est un gros bien, un petit bien? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel investisseur? Allez, il y a l'investisseur qui veut devenir un pro. Du coup, il a intérêt à avoir quand même des fonds pour démarrer. Ou il y a l'investisseur qui est... Il veut juste tâter le terrain. Ah, fais les 2 profils. J'ai 25 ans et je veux me lancer. Moi, je mets toujours le temps dedans. Et à 35, 40, 35, 10 ans après, j'aimerais avoir une situation de l'immobilier. Déjà, la première chose qu'il doit comprendre, c'est que je veux un investissement facile.
rentrer et mettre ma brosse à dents et mes valises, si ça c'est le mindset, j'y arriverai jamais. Première chose pour moi qu'il doit faire, c'est s'entourer. Comment est-ce que tu t'entoures? Tu cherches ce qu'on appelle des mentors, entre guillemets. Des mentors, tu en as partout. Bien sûr. Si tu regardes autour de toi et que tu commences à poser des questions, tu as des oncles, tu as des cousins, tu as des frères, tu as des amis. Tu tâtes. Donc, peu importe où tu vas boire un verre, tu mets l'IMO dedans. Et toi, tu fais quoi? Celui qui va te dire « j'ai fait X investissement », il ne faut pas le lâcher. C'est terminé. Il ne faut pas le lâcher. Tu dis « écoute, j'ai envie de me lancer là-dedans. Est-ce que je peux te poser des questions de temps en temps ?» Et tu commences par la première question. Comment tu as fait? De là, il va déjà te donner des réponses. Les réponses qu'il va te donner, je ne parle même pas de chiffres. Hein. Il va te donner un mindset. C'est quoi sa première approche? Est-ce qu'il est agressif ou pas agressif? Généralement, si tu veux avancer vite, tu dois être agressif. Je ne dis pas qu'il faut être agressif croisé sur un immeuble de 8 unités. Quand je parle d'agressif, c'est, déjà, tu as conscience de ton argent. Je dis toujours, tu fais ton plan financier. Tu sais c'est quoi tes coûts fixes mensuels. Tu sais combien tu vas mettre de côté. Tu te donnes un temps, disons 2 ans. Et je dis toujours aux jeunes, si tu es chez les parents et que tu touches 2005, 800 € par mois pour flamber, je pense que c'est correct. Et si tu mets 15 000 par an de côté, 2 ans, ça fait 30. Tu peux déjà aller chercher un premier investissement où tu retapes complètement ton appartement. Si tu retapes ton premier appartement et que tu as bien choisi la zone, il va prendre en valeur. S'il prend en valeur, tu habites dedans et que tu le quittes et que tu achètes un deuxième et que tu vas vivre dans le deuxième, au niveau bancaire, tu as plus d'accès. Là, tu as déjà acheté 2 biens que tu as retapés. À partir du moment où tu en as acheté 2 et que tu as 2 plus-values, tu as une solution. Ou tu as tellement bien fait tes opérations, et là, il te faut de la patience, disons 3, 4 ans, voire même 5, pour qu'ils prennent correctement en valeur, pour que tu puisses les utiliser sur un troisième qui est plus gros. Ou alors, tu attends moins de temps, disons 2 ans, tu vends, et tu pars sur une zone moins chère comme Bruxelles, on va dire. Tu pars par exemple sur Liège ou sur Mons, où là, effectivement, tu vas monter sur un truc concret que moi je viens de voir, 340 000, 4 unités, tu vois? À Liège, ça? Mons. Liège, 420, 5 unités. Tu prends le risque, tu vas habiter une des unités, tu as 3 fonctions ou 4 fonctions des 2 que tu as choisies habitables, tu as tes fonds propres, tu n'as plus de biens. Tu redeviens éligible pour l'abattement. Une des unités, tu as l'abattement. Comme tu vas habiter le bien et que c'est ton premier bien, au niveau des quotités, tu n'es pas obligé d'être à 80. Si tu choisis bien la banque. Tu peux monter à 90. Mais d'accord. Du coup, là, maintenant, tu as accès à un immeuble. Tu l'as acheté. Maintenant, si tu l'as acheté et que tu le retapes, dès que tu as terminé, tu as un immeuble qui se paye, peut-être tu as une petite plus-value de 500, 600, voire 1000 balles. En plus de ça, maintenant, comme tu as créé une plus-value, tu rééconomises maintenant 2 ans, tu as 2 immeubles. Et ça, c'est pas du vent. C'est pas du vent. Moi, j'ai des jeunes que j'accompagne. Je les mettrai en vidéo. Je pense que maintenant, je vais commencer à filmer ça. Allez, moi, je prends pas tout le monde, mais ceux qui sont motivés, je leur dis, OK, go, on y va. Et je leur dis souvent, OK, on fait un deal. Si tu viens vers moi avec 5 biens et que tu as visité 10 fois, je m'en fous. Si je te dis non, t'écoutes. OK, pas de problème. Mais fin des fins, il y en a, on montrera, par exemple, premier investissement de 2000 balles de cash flow. Mais le pauvre, il a fait 11 visites. C'est encore possible. Mais il faut pas, il n'a pas acheté un truc sexy où tu vas vivre. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais dire, parce que si tu cherches le bien où tu vas vivre quand tu vas visiter, tu achèteras toujours plus cher. C'est pas là où tu vas vivre. Hein. C'est un investissement. Ça veut dire, si toi, on te dit est-ce que tu peux y vivre? Non. OK, après la rénovation, tu peux même y vivre. Mais ça correspond. C'est pas le quartier qui te correspond. C'est pas le confort qui te correspond. Tu sais, j'ai un exemple. Il y a un jeune là, il achète Charleroi. Et oui. Ils ont construit un hôpital. C'est vrai. 4000 nouveaux employés. Ça veut dire quoi? Ils auront se rapprocher. Hein. Dans l'hôpital, il met, direct. il met un post-it. Voilà. 8 unités à louer. Time. Non, clairement. Mais la zone était pas top au départ. Mais il s'est positionné avant. Aujourd'hui, tout est loué. Le prix, c'était... Surtout si tu te démarques des autres qui font les cochons. Voilà. Ça va être vite loué. Hein. Voilà. Tu l'as dit, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Si tu veux, comme tu dis, mettre ta brosse à dents, si tu veux pas prendre justement les biens, il faut prendre les biens justement que personne ne veut. Ça marchera pas. Faire toi-même les travaux, et puis aussi, y mettre du sien, quoi. Et ça je vais le dire, pour les investisseurs, on fait pas de la chasse auto. Hein. Ceux qui font de la chasse auto, ils peuvent oublier, pas possible. Et puis tu vas faire de la chasse auto, tu vas perdre
l'opportunité de te faire financer pour économiser 10 balles sur ta mensualité. Deuxième profil. Un client, il arrive chez moi. Il me dit, voilà, j'ai autant. Je checké. Il me dit, mais je veux faire un caprice. Je dis, ok. Il me dit, le premier bien, c'est ma maison. Non, il me dit un appart. Un appart en plus, c'est vrai. Problème. Résidence principale. Voilà. Il a un gros revenu, hein. Laisse tomber. Hein. Je lui dis, ok. Et après, il me dit, mon rêve, c'est 3 apparts. Le mien plus 3. C'est tout. C'est tout. Je dis, ok, t'as combien? C'était 600 000, 600 000 de fonds propres. Premier achat, c'était 550. La pasta. Je dis, ok. Et alors, je lui dresse directement le topo. Et si tu veux le meilleur taux, voici 2 banques, 2 types de financement. Mais si on va là, t'achètes ton premier, t'achètes ton deuxième, c'est fini. Pourquoi? Parce que les deux ne favorisent pas l'enchaînement. À chaque fois, il faut mettre 20% plus frais notaire, 20% plus frais notaire, 20% plus frais notaire. On dit que ça veut dire. Ça veut dire que tu achètes ton premier bien, fatalement, tu as l'abattement, tu as tout ce que tu veux, on met un certain montant. Si tu reviens, tu vas mettre un certain montant. Si tu reviens après, c'est fini. Ce qui veut dire que dans cette opération ici, là, tu auras le meilleur taux, mais t'en as. Par contre, si on va ici, il y a une différence, je crois, de 0,8% au niveau du taux. Ouf, c'est énorme. Mais tu en as 4 sur un laps de temps X. Et il me disait, ça, je savais pas. Bah donc, tout ça pour dire, si tu te trompes et que tu vas en 1, tu vas croire qu'en fait, tu peux acheter que 2. Si dès le départ, comme tu as dit, tu t'es préparé, on t'a dit qu'en fait, ici, là, tu peux en avoir 4, mais du coup, tu vois, là, en fait, on aura 4. Ouais, moi, c'est l'erreur que j'avais fait au départ. Hein. J'étais très très bien dans une planque classique, je ne vais pas citer le nom. Et à un moment donné, quand on commence à te demander 60% de quotité, donc ça veut dire 40% d'apport. Plus frais notaire. Plus frais de notaire. Ça fait combien? 55%. Ouais. Et à ce moment-là, tu dois soit fermer les yeux sur le taux que tu avais. J'avais de très bons taux, j'étais à 1% pour un bien et 1,5% pour les autres. Et je suis passé de ça. Ce qui était une arnaque. Hein. On a vendu de l'inflation. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et j'ai dû tout changer. Hein, donc, ça fait un rachat complet. J'ai un rachat complet. Je paye plus au niveau du tout. D'ailleurs, le courtier m'a dit c'est pas tous les jours que je vois ça. Parce qu'il savait au niveau des intérêts combien je perdais. Ouais. Mais moi, je ne calculais pas ça. Je sais que j'ai 32 ans aujourd'hui. J'ai encore peut-être 15-20 ans devant moi. Ce n'est pas le taux qui est un peu plus élevé qui va me freiner. Au contraire, je vais le lisser sur la période complète et je vais développer mon patrimoine de cette manière-là. Bah justement, pour rappeler ce que tu dis, ce client-là, on me dit, mais le taux, il est élevé. Je lui dis, ok, on fait un calcul simple. Tu achètes les 2 apparts. Celui-ci, tu habites dedans, l'autre, tu n'habites pas dedans. Ça veut dire qu'à terme, tu as les deux. Tu as une certaine valeur pour les deux. Disons 5,50 plus 3,50. Ça, c'est ton patrimoine. C'est ce qui va se rembourser à échéance. Ouais. Par contre, celui où tu habites dedans, c'est une merde. Parce que tu payes les intérêts de ta poche. Ok, dans le deuxième scénario, tu en as 4. Donc, je calcule que sur les 4 investissements, il avait 1,6 million. Et donc, je te pose la question. Entre 900 000 aujourd'hui et 1,6 million qui va se rembourser tout seul, qu'est-ce que tu choisis? 1,6 million. Je ne vais pas calculer comme ça. Il n'y a personne qui calcule comme ça. Mais je lui explique que, déjà, c'est son mathématique, bien, quoi. dans mon calcul, je le déteste. Parce que son bien, il paye les intérêts par mois. Je dis, mais tous les autres biens, Ils sont payés par d'autres. même l'intérêt, tu ne le payes pas. C'est payé par d'autres. Et même au final, quand il va continuer à développer, parce qu'il va pouvoir continuer à développer dans sa situation, il va se retrouver dans une situation où son bien 1 dans lequel il habite, il est payé encore plus par le cash flow. Hein. C'est ce que je dis. 10 ans après, en fait, ton bien 1, comme les autres sont amortis, il est quasi payé par les 3 autres. Donc finalement, tu en as 4 à l'échéance, donc tu arrives à 60 ans, même pas, son crédit finit à 57, je crois. 57, ouais. C'est un jeune, hein, 57. Et je dis, tu auras 1,6 million aujourd'hui. Je sais pas combien ça fait à ce moment-là. Et je dis, en plus, devine quoi? Supposons même ton appart, là, tu le quittes, tu vas acheter ta maison. Ouais. T'as 4 loyers. On va prendre ça. Tu m'étonnes. Mais il faut éduquer. Il faut éduquer, il faut travailler, expliquer, souvent beaucoup expliquer, parce que par principe, quand les gens ne savent pas, et beaucoup, moi je vois, on est quelque part un peu des psychologues dans notre métier, parce qu'on voit de tout comme personne, et tu apprends à jauger quelqu'un qui va pas te dire qu'il n'a pas compris, il va refuser ta proposition, et quelqu'un d'autre qui va oser te dire j'ai pas compris, réexplique-moi.
En fait, les deux sont complètement différents parce que celui qui va pas comprendre dès le départ, il va dire non, on fait pas, on fait ça. Parce qu'il a honte de te dire qu'il a pas compris. Mais celui-là, souvent, c'est pas l'entrepreneur. C'est pas celui qui a l'esprit d'investir. Exactement. Celui qui a l'esprit d'investir, remarque bien, il va te challenger tout le temps. Il va te poser 1 million de questions. Il va dire, j'ai pas compris, réexplique. J'ai pas compris, réexplique. Il a son objectif. Ouais, jusqu'à ce qu'il a tiré toutes les infos qu'il veut, et là, il va te dire, ok, maintenant j'ai compris, let's go. Mais malheureusement, il y en a quoi? Sur 10 personnes, t'en as 2. Comme a dit Elvis, tant mieux. Tant mieux pour nous. Donc voilà pour répondre aux 2 questions. Ok, Merci parfait. pour ton intervention. En tout cas, c'était très intéressant. Maintenant, on a des mini-questions pour toi, comme à notre habitude. Dis-moi. Donc, Le quiz. on y est aux questions pièges. Alors, en gros, c'est question binaire. Je te propose 2 choix. Tu dis soit l'un, soit l'autre, soit les deux, soit aucun. C'est question rapide. Question rapide, réponse rapide. Soit les deux, soit aucun. Ok. Ouais, tu vas voir, c'est très, très facile. Et la première, elle est intéressante pour toi. Tu préfères crédit à taux fixe ou à taux variable? Aujourd'hui fixe. Achat cash ou financement à 100%? Financement 5%. Crédit le plus court ou le plus long? Le plus long. Immobilier neuf ou ancien? Ancien. Achat avec ou sans travaux? Toujours travaux. Maison individuelle ou immeuble de rapport? Même de rapport. Investissement court terme ou long terme? Long terme. Investir en ville ou à la campagne? Campagne. Non. Ça dépend, c'est quoi campagne? En dehors de Bruxelles. La vraie campagne. En ville. Achat location ou achat revente? La garde. Achat location. Résidence principale ou investissement locatif? Locatif. Immobilier en Belgique ou à l'étranger? D'abord en Belgique. Investir en privé ou en société? Privé puis société. Investissement résidentiel ou commercial? Résidentiel. Investir dans des petites surfaces ou des grandes surfaces? Grande surface. Investir dans une zone en développement ou une zone déjà stable? En développement. Investir dans des biens avec ou sans permis d'urbanisme? Permis à faire ou existant? Non, à faire, oui. Avec permis. Location saisonnière ou location long terme? Long terme. Co-living ou colocation? Colocation. Colocation ou location classique? Colocation. Colocation ou Airbnb? Colocation. Airbnb ou location classique? Location classique. Studio ou grand appartement? Grand appartement, toujours. Appartement ou maison? Maison 4 chambres. Ok, parfait, un grand merci. On revient de prix direct. On revient à la coloc. Un grand merci du coup pour ton De temps. rien.